Libérons-nous de la douleur. Un podcast du docteur Marc Lévesque. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Amélie Lévesque, qui est algologue spécialisée dans les douleurs pelviennes au CHU de Nantes. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors les douleurs pelviennes, c'est une véritable spécialité en soi. Alors tout d'abord, ça concerne, on l'imagine, davantage les femmes, mais est-ce qu'on a un petit peu des statistiques au sujet des douleurs pelviennes chez les hommes et les femmes ? Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup de statistiques en France. Comme tu l'as dit justement, ça concerne plus les femmes que les hommes. D'abord parce qu'il y a le pan des douleurs gynécologiques, notamment avec l'endométriose dont on parle beaucoup en ce moment. Mais sur certaines étiologies de douleurs pelviennes et périnéales, comme notamment la névralgie pudendale, on a un ratio qui est de l'ordre de 40% d'hommes pour 60% de femmes. Les hommes oublient parfois qu'ils ont un périnée, mais ils en ont un bien sûr, et ça peut être source de douleur également. D'accord. Alors tu as mentionné la névralgie pudendale. Alors, qu'est-ce que la névralgie pudendale ? Alors la névralgie pudendale, c'est ni plus ni point qu'un syndrome du canal carpien du périnée. C'est-à-dire que c'est un nerf, le nerf principal du périnée, le nerf pudendal, qui va être coincé en position assise dans ses voies naturelles, dans la fesse et dans le périnée. Alors le nerf pudendal, il innerve l'anus, le scrotum ou la vulve et le gland, soit du clitoris, soit de la verge. Et il a un trajet un peu sinueux, bien sûr il naît des racines sacrées, il passe un petit peu dans la fesse et puis après il replonge via le fameux canal d'Alcock, on l'appelle aussi la névralgie d'Alcock, le syndrome d'Alcock, et donc il passe dans ce canal pour aller distribuer tout le périnée. Et parfois ce canal est un peu étroit et il y a une pince ligamentaire juste avant ce canal qui peut être aussi source de compression. Donc ça donne un tableau très facile finalement à identifier pour peu qu'on le connaisse. C'est donc des douleurs dans le territoire du nerf pudendal et pas ailleurs. D'accord ? C'est une douleur neuropathique, c'est systématisé. C'est quoi le territoire du nerf pudendal ? Alors c'est ce qu'on disait, c'est l'anus, la vulve, le clitoris ou le scrotum, la verge et le gland. Mais c'est pas le coccyx, c'est pas les plis de laine, c'est pas les fesses. C'est vraiment très bien localisé, comme une sciatique va être très bien localisée. D'accord. Et ça survient plutôt dans quelles circonstances ? Et donc, ça survient quasiment exclusivement en position assise. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas ou peu mal en position debout et qui, après avoir passé la nuit allongée, se réveillent sans douleur. Alors, comment on va, par exemple, faire la différence avec une autre douleur qui survient en position assise qui est la coccygodynie, par exemple ? Alors c'est une bonne question, c'est le diagnostic différentiel principal. Eh bien, c'est finalement assez simple, j'allais dire, c'est la première question de l'entretien qui permet de faire la part des choses, c'est où est-ce que vous avez mal ? Et là, si les gens ont des douleurs de l'os qui est dans le fond de l'arrêt des fesses, je peux déjà dire c'est pas une névralgie pudendale, c'est probablement une coccygodynie. Alors que s'ils ont mal à l'anus, s'ils ont mal à la peau entre l'anus et la vulve, ou la vulve en elle-même, eh bien on est probablement plus sur une névralgie pudendale. D'accord. Donc coccygodynie, névralgie pudendale, qu'est-ce qu'on a encore comme autre douleur pelvienne ? Alors, il y a d'autres nerfs qui peuvent être source de douleurs au niveau pelvien et périnéal. Il y a tout le champ des douleurs émanant de la zone thoracolombaire, avec les douleurs inguinales, qui peuvent être des névralgies ilio-inguinales. Il peut y avoir des douleurs plus du dessous de la fesse, notamment des ischions, qui peuvent être des névralgies du rameau clunéal inférieur. Et puis, si on sort du champ des nerfs, eh bien, on l'a vu avec le coccyx, il peut y avoir des os responsables de douleurs. Donc le coccyx, quand il est luxé, quand il est hypermobile, quand il est fracturé, bien sûr. Il peut y avoir des muscles
responsable de douleur. On connaît assez bien le syndrome myofacial du piriforme. D'accord, c'est quoi le piriforme ? Alors c'est un muscle profond dans la fesse, c'est un pelvis trochantérien et son rôle principal c'est l'abduction de hanche, donc écarter la hanche, et la rotation externe de hanche. Et quand il est contracté, il peut compresser les nerfs qui passent juste derrière, à savoir le nerf cutané postérieur de la cuisse, parfois même le sciatique, mais aussi parfois le nerf pudendal. Donc ça peut donner une sciatique. Exactement. Et une névralgie pudendale. Mais il y a d'autres muscles qui peuvent donner des douleurs, et il y a tout le champ des releveurs de l'anus. Donc c'est des muscles qui globalement font le soutien du périnée, qui sont tendus en avant sur l'os du pubis et en arrière sur le coccyx, et qui peuvent dans certaines situations être contracturés après des cicatrices d'épisiotomie par exemple, ou dans des contextes de constipation terminale très intense, avec des douleurs anales, avec des réactions de contracture périnéale, qui peuvent donner des douleurs qui diffusent dans tout le périnée. D'accord. Il y a aussi, on a dit donc les nerfs, les os, les muscles, il peut y avoir des douleurs qui sont liées à la peau. On oublie souvent, mais on peut avoir des lichens, du psoriasis, de l'eczéma, en fait au niveau notamment vulvaire, c'est plus souvent chez la femme, qui passe relativement inaperçu parce que on va traiter sans vraiment bien regarder pour une mycose ou pour une irritation. Et en fait, c'est des pathologies inflammatoires chroniques de la peau qui nécessitent vraiment des traitements par dermocorticoïdes et un avis dermatologique. Et ça peut donner des douleurs chroniques pendant des années. D'accord. Alors, on a parlé des nerfs, des muscles. Alors, dans les muscles, il y a l'endomètre, il y a l'utérus. Effectivement, il y a le champ des organes. Et là, je pense que moi, je le mettrais plus dans le champ des organes parce que c'est un autre grand pan diagnostique. Tu parles de l'utérus, évidemment, ça peut donner les dysménorrhées, éventuellement dans le cas de l'endométriose, des douleurs aussi, surtout dans le cas de l'adénomiose, donner des douleurs. Mais on peut aussi avoir des syndromes douloureux de la vessie, qui sont chroniques, le syndrome douloureux vésical qu'on appelait dans le temps la cystite interstitielle, où on parlait de cystite à urine claire quand on ne trouvait pas d'infection mais que les patients avaient des symptômes qui ressemblaient à des infections urinaires. Maintenant on sait en fait que c'est d'abord une hypersensibilité de la vessie, comme il y a des gens qui vont avoir mal à l'estomac assez fréquemment, qui sont fatigués, quand ils sont stressés, alors bien qu'ils n'ont pas d'ulcère. Eh bien on a la même chose, on a le même phénomène au niveau de la vessie. Et on a le même phénomène au niveau rectal et anal. Alors toutes ces douleurs, on évoquait juste avant la notion de sensibilisation. Est-ce que tu peux nous en dire plus là sur ce qu'on appelle la sensibilisation qu'on entend souvent quand on parle de douleurs pelviennes ? Alors c'est également une autre cause, alors qui est un peu particulière parce que la plupart du temps elle s'associe à une des causes qu'on vient de citer. Et c'est un phénomène en fait probablement qui s'acquiert dans le temps d'altération de la perception douloureuse. On a un fonctionnement de la perception douloureuse avec des afférences, donc c'est des signaux de douleur qui montent jusqu'au cerveau, et puis bien sûr heureusement des contrôles inhibiteurs, la plupart descendent du cerveau ou de la moelle, et leur rôle est de bloquer le passage de la douleur, heureusement, sinon on aurait mal en permanence, on est assis là sur un banc plutôt dur, si notre cerveau fonctionnait pas bien, on aurait mal aux fesses. Et c'est pas le cas, parce qu'on a un système donc d'équilibrage de la douleur avec des contrôles inhibiteurs descendants notamment. Et bien chez certaines personnes, probablement à force d'avoir des douleurs, ces contrôles s'épuisent et cette régulation de la perception douloureuse ne se fait plus. La douleur devient maladie en elle-même et fait que d'une stimulation normalement non douloureuse ou faiblement douloureuse, le patient va ressentir des douleurs intenses, prolongées dans le temps, en tout cas qui paraissent disproportionnées par rapport à la cause qu'on peut éventuellement observer quand on en observe une. Parce qu'en plus, la particularité de la sensibilisation, c'est qu'elle peut perdurer au-delà de la cause initiale qui l'a générée. C'est-à-dire qu'on peut avoir une sensibilisation qui a été créée par exemple par des douleurs de règles, alors même qu'on met en place un traitement pour bloquer le cycle, eh bien on va continuer d'avoir une vessie trop sensible, un intestin irritable, parfois pendant plusieurs mois, plusieurs années après.
C'est un phénomène qui n'est pas très bien identifié encore en médecine, qui a été un peu l'apanage des médecins spécialistes de la douleur et qui commence fort heureusement à intégrer, j'allais dire, le raisonnement des autres spécialités, notamment des spécialistes d'organes, pour le plus grand bien des patients évidemment. Alors une patiente qui arrive là dans un centre de la douleur, là pour des douleurs pelvipérinéales, comment va se passer un petit peu l'entretien, l'aiguillage, de quelle manière on va débuter les traitements? Alors, déjà la première étape, c'est de faire un diagnostic, c'est d'essayer de comprendre d'où viennent les douleurs. On pourrait croire que c'est simple et en fait ça demande effectivement un peu de méthode. Et puis surtout la difficulté, c'est que parfois il y a plusieurs causes identifiées et donc bien souvent il va falloir mettre en place plusieurs lignes de traitement différentes. Donc la cause, on l'a vu, il faut toujours aller rechercher, est-ce que c'est un organe qui fait mal, un nerf, un os, un muscle? La sensibilisation à la douleur, qui je le rappelle peut s'associer à l'une des autres causes. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi le pan des vaisseaux qui peuvent être source de douleur. Et dans les douleurs pelviennes, il y a notamment l'entité congestion pelvienne. Un certain nombre de femmes qui ont eu plusieurs grossesses ont des varices dans le ventre. Et cela peut créer des douleurs, de même que les hémorroïdes peuvent donner des douleurs. Et c'est bien des varices aussi. Donc, il faut identifier la cause de la douleur, identifier s'il y a une sensibilisation et mettre en place, quand on le peut, le traitement de la cause, mais aussi bien souvent le traitement de la sensibilisation à la douleur. Alors au niveau parce que là tu parlais par exemple de ces varices pelviennes, à quel examen en général on va avoir recours, à quel examen paraclinique que tu utilises le plus fréquemment là dans l'algologie pelvienne? Ouais. Alors, le premier examen qu'on va faire effectivement, globalement, ça va être l'IRM pelvienne. Ça paraît être haut dans l'échelle, mais on n'a pas grand-chose avec les radios, sauf quand on a l'intuition à l'entretien qu'il y a un problème de coccygodynie. Ça, ok, on va faire des clichés dynamiques du coccyx. Très important de faire des radios en position assise pour bien voir ce qui se passe en cas de douleur. Mais dans tous les autres champs, c'est l'IRM pelvienne qui va être utile, non pas pour faire un diagnostic, parce qu'on ne voit pas les névralgies, on ne voit pas les tensions musculaires, on ne voit pas l'hypersensibilité, mais plutôt pour éliminer d'autres causes, bien sûr les infections, les tumeurs et autres choses de ce type. D'accord. Et par exemple, ces fameuses varices là dont tu parles, c'est des choses qu'on voit à l'IRM ou bien il faut avoir recours à d'autres examens? Non, on les voit à l'IRM. Le problème, c'est que les radiologues ne sont pas toujours invités à les examiner, voire même les banalisent, parce que c'est très fréquent. Et c'est là où il y a un peu controverse, c'est-à-dire que les varices pelviennes, on en trouve chez beaucoup de femmes, y compris celles qui n'ont aucune douleur. Et donc la problématique, c'est le fait d'avoir des varices, c'est un prérequis, mais pour confirmer le phénomène de congestion pelvienne, il faut faire un échodoppler pelvien, d'accord, une sorte d'échographie qui te permet de voir le flux du sang dans les vaisseaux. Et le problème de la congestion, c'est quand le sang il stagne dans des varices qui ne sont plus aptes à faire remonter le sang vers le cœur. Et comment on les caractérise, là, ces douleurs qui sont liées à la congestion des vaisseaux? Alors c'est assez typique en fait, c'est des douleurs qui vont apparaître surtout le soir, on parle de rythme vespéral, de rythme veineux, qui vont s'associer le plus souvent à un ventre qui gonfle, et puis qui vont être soulagées quand les femmes s'allongent, a fortiori quand elles mettent les jambes en l'air, ça facilite le retour veineux, la décongestion. Elles sont souvent aussi améliorées par le fait de mettre du froid sur le ventre, ou sur le périnée, pour vraiment aider les vaisseaux à se contracter et à chasser le sang. Mais c'est principalement ça, c'est des douleurs pelviennes chroniques avec un ventre qui gonfle en fin de journée, soulagé par le décubitus. Il semblerait que le fait d'avoir des douleurs après les rapports, avec des douleurs notamment dans le fond du vagin, puisqu'a priori c'est là où le pénis toucherait du coup l'inflammation liée à ces varices, eh bien serait un signe aussi assez évocateur. Dans la littérature, c'est ce qui est retrouvé en tout cas. Le syndrome de Coquette, ça en fait partie là de ces
ces douleurs vasculaires? Alors le syndrome de Coquette est un facteur prédisposant à avoir des varices pelviennes, notamment périnéales, dans le syndrome de Coquette. Il y a aussi le syndrome de Nutcracker, qui va donner plutôt des veines gonadiques, périutérines, pas tout à fait la même localisation. En gros, c'est deux syndromes où on a des veines qui sont compressées par des artères et qui vont du coup bloquer le retour veineux, le retour du sang vers le cœur. D'accord. Donc là, on avait évoqué les diagnostics, les répercussions en fait de toutes ces douleurs au niveau du quotidien, au niveau comment est-ce qu'on les appréhende? Alors déjà, il faut les évaluer. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure du premier entretien, on fait le diagnostic et puis on fait le diagnostic des répercussions de ces douleurs. Je pose toujours la question effectivement de l'activité professionnelle. Est-ce qu'elle est maintenue? Est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle doit être adaptée? Notamment, je pense aux gens qui ont des douleurs en position assise. Parfois, c'est très invalidant. Je pense toujours à la question de la sexualité, savoir effectivement si ces douleurs ont des répercussions sur la vie sexuelle, la santé sexuelle des patientes et des patients. Je pose la question aussi de la santé psychologique, les répercussions sur la dépression, l'anxiété, éventuellement le fait qu'il y ait de façon conjointe des syndromes de stress post-traumatique qui sont très souvent associés à la douleur et qui ont probablement un rôle dans l'hypersensibilisation à la douleur. Et puis se pose aussi la question effectivement des répercussions physiques dans la vie de tous les jours, la possibilité de se mouvoir, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant ou de faire ses courses tout simplement. Dans les syndromes post-traumatiques, là, tu évoques les attouchements, les violences sexuelles par exemple. Il y a beaucoup de patientes qui ont été victimes là, de ce genre de sévices là, parmi tes patientes. Alors j'ai présenté une étude lors du dernier congrès de la CIFUD sur ce sujet. Malheureusement, on a environ 35% de nos patientes qui ont un syndrome de stress post-traumatique. C'est-à-dire que c'est probablement sous-estimé les patientes qui ont été victimes d'attouchements ou d'autres violences d'ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'on peut avoir malheureusement vécu ce genre d'événement sans faire un syndrome de stress post-traumatique. C'est pour ça que je dis que c'est probablement sous-estimé. Alors c'est quoi un syndrome de stress post-traumatique ? Syndrome de stress post-traumatique, on le voit assez régulièrement dans les films concernant les militaires, notamment américains, qui revivent des scènes qui font effraction dans leur quotidien parce qu'ils croisent un bâtiment, une odeur, une personne qui va faire écho. On parle de réviviscence, les gens revivent la scène, alors même qu'ils n'y pensaient pas forcément. Et puis ça s'associe à des phénomènes physiques de stress intense, parfois qui vont jusqu'au malaise, mais puis parfois qui sont juste de l'ordre de la palpitation, de l'hypersidation, du sursaut. En tout cas, c'est un syndrome qui est très invalidant, qui peut aussi s'associer à des troubles de la mémoire. Parfois, il y a un évitement du sujet qui n'est pas volontaire de la part de la patiente ou du patient, mais qui va être un mécanisme en fait de défense et qui fait partie de ce syndrome de stress post-traumatique. D'accord. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les traitements puisque ça dépend des différentes maladies, mais est-ce qu'il y a des grandes règles concernant les traitements des douleurs pelviennes? Est-ce qu'il y a des grandes lignes à retenir ? Notamment la place du psychologique, là on évoquait les syndromes de stress post-traumatique. Alors, c'est vrai que la part du psychologique, elle est très importante, sans prédire si c'est une cause ou une conséquence en fait. Ce qu'on sait, c'est que au niveau cérébral, les molécules qui servent à faire ces fameux contrôles inhibiteurs de la douleur sont les mêmes qui servent à réguler l'humeur. Et c'est pour ça que malheureusement, nos patients qui ont des douleurs chroniques ont souvent une dépression associée. Et que les médicaments de la douleur chronique sont en grande partie les antidépresseurs. Alors certains types, pas tous. On parle des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, qui sont vraiment des très bons médicaments pour la douleur chronique. Il y a une méta-analyse qui est sortie très récemment. Quelle molécule par exemple ? Alors cette méta-analyse a mis en avant la duloxétine, le Cymbalta en France, qui est une très bonne molécule. Alors probablement utilisée à haute dose,
plus que ce qu'on avait l'habitude de C'est-à-dire faire. combien ? Eh ben, plus que 60 mg. Ça, c'est un D'accord. peu le dosage qu'on avait l'habitude de donner, notamment dans la dépression. Ça fait très longtemps que les psychiatres ont monté à 90, 120. Et probablement que dans la douleur, on ferait bien de faire la même chose pour mieux soulager nos patients. Donc ça, c'est une des molécules qu'on va donner assez facilement, qui est relativement bien tolérée. Pendant très longtemps, la meilleure molécule, c'était de l'amitriptyline. D'accord. C'est aussi un voilà, le Laroxyl, un très vieil antidépresseur tricyclique qui a l'avantage de pouvoir être donné à toute petite dose dans la douleur chronique, notamment dans les douleurs neuropathiques, et voilà, qui peut s'ajuster en fonction de la tolérance. Le problème, c'est quand même, c'est pas très bien toléré. Il y a beaucoup de patients que ça fait somnoler, ou que ça donne la bouche sèche. Donc finalement, je crois qu'on va rediriger plus facilement sur le Cymbalta. Et puis il y a les antiépileptiques. Ouais. Pendant très longtemps, notamment les spécialistes d'organes étaient plus enclins à donner du Lyrica, donc la prégabaline. Assez récemment, il a été retiré des recommandations en 2020 par la SFETD du fait des problématiques de mésusage. C'est devenu un médicament récréatif, une drogue récréative. Et puis il y avait une très grosse prise de poids chez certains patients avec ce médicament. Donc finalement, on lui préfère désormais la gabapentine, le Neurontin, qui est de la même famille et qui n'a pas ces problématiques-là. D'accord. Et la place des morphiniques, là, dont on parle beaucoup aujourd'hui dans les douleurs chroniques, là, quelle est-elle dans les douleurs pelviennes ? Alors moi, je suis contente d'aborder le sujet. Là. Merci pour la question, parce qu'il y a un gros problème, effectivement, avec les opiacés dans la douleur chronique. En vérité, on ne devrait pas en prescrire. On ne devrait pas en prescrire parce que, en tout cas, dans la douleur pelvienne et périnéale, ça n'a quasiment que des inconvénients. Vous savez que la morphine, ça constipe, ça bloque la vessie. Donc évidemment, quand on a des douleurs dans cette zone-là, ça ne fait que les majorer. Et puis en plus, il y a tous les risques qu'on observe et qu'on voit bien aux États-Unis d'addiction et de sensibilisation à la douleur. Il faut savoir que quand on prend des opiacés, derrière, ça nous rend plus sensibles à la douleur, ce qui explique en partie le fait qu'on ait besoin d'augmenter les doses avec le temps pour avoir le même effet. Donc vraiment, il faut réserver ça à la douleur du cancer, probablement, et encore qu'il y a de plus en plus de gens qui survivent à leur cancer, fort heureusement, et que ça devient aussi une problématique dans ce domaine-là. Mais moi, pour les douleurs pelviennes, c'est bien simple, j'en prescris jamais. Alors, je sais que là, à Nantes, là, vous êtes en pointe là, dans une étude là, sur la capsaïcine, le piment. Est-ce que tu peux nous en dire plus là, de ce traitement un petit peu inhabituel, et dans quelle indication là, tu le réserves ? Alors effectivement, on utilise les patchs de capsaïcine à 8%, commercialisés sous le nom de Cutenza en France. Alors l'indication en général, c'est la douleur neuropathique périphérique. Bon, alors comme on l'a vu tout à l'heure, on a des douleurs neuropathiques au niveau pelvien. La contre-indication, alors c'est pas vraiment une contre-indication, mais c'est une précaution d'usage, c'est de ne pas en mettre sur les muqueuses, parce que quand on pose donc ce traitement, qui est un patch, d'accord, que l'on pose pendant 1 heure seulement, eh bien ça va déclencher la sensation de brûlure qu'on peut avoir quand on mange du piment très fort. Sauf que là, c'est encore plus fort. Et sur les muqueuses, eh bien, ça n'a pas été étudié au tout départ par le laboratoire. On ne sait pas bien si ça passe finalement dans le sang ou pas. En tout cas, cette molécule, elle va venir s'attacher à des récepteurs que l'on trouve uniquement sur les fibres de la douleur, dans l'espace de la peau, d'accord, dans l'épaisseur de la peau, et qui va entraîner en fait une lyse de ces fibres nerveuses et donc une incapacité pour la zone traitée à percevoir la douleur, tout du moins dans ce qu'elle a de cutané. Donc c'est vrai qu'au départ, on avait tendance à le mettre uniquement sur les douleurs avec une allodynie, c'est-à-dire des douleurs au frottement de la peau. Moi, quand j'ai commencé à faire de la douleur pelvienne, je me suis dit, j'aimerais bien essayer quand même, notamment sur les douleurs des fesses, sur les douleurs du pli de laine, et puis sur les douleurs du coccyx. Et en fait, en analysant les résultats, je me suis rendu compte que les gens qui avaient des douleurs du coccyx répondaient très bien à ce traitement. 70% des patients qui pourtant étaient en échec des infiltrations, en échec de la kiné, des anti-inflammatoires, se disaient mieux après une seule pause. D'accord. Et j'ai 40% de mes patients, là je vais présenter une série demain d'ailleurs, sur 106 patients,
où j'ai 40% de ces patients qui se disent mieux ou beaucoup mieux, avec 60% d'amélioration de l'intensité de leur douleur. Donc c'est très intéressant. Alors l'inconvénient, souvent, c'est qu'il faut renouveler les pauses dans le temps, parce que l'effet est transitoire sur environ 3 mois. Mais c'est pas invasif, il n'y a pas d'effet secondaire. Certes, pendant la pause, ça fait un peu des sensations de chaleur, de coups de soleil, mais il suffit de mettre un pack de gel froid par-dessus et les choses se passent très bien. Les patients que j'ai étudiés déclarent une augmentation de la douleur entre le début et la fin du patch de 0,5 points sur 10. Et ça, tu le réserves au coccygodini ou à d'autres douleurs pelviennes? Alors, bon, sur le nerf pudendal, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de muqueuses. Mais je le réserve effectivement aux douleurs des plis de laine, ça marche très bien, notamment les douleurs après la chirurgie de la hernie inguinale par exemple, ou après des chirurgies de cette zone-là. Ça marche assez bien aussi sur les douleurs du clunéal inférieur, un l'ischio, le pli entre la cuisse et la zone génitale. C'est quoi le clunéal? C'est où? Eh ben, le clunéal, c'est un nerf qui part donc du rameau, le nerf clunéal inférieur, ou plutôt le rameau clunéal inférieur, il émane en fait du nerf cutané postérieur de la cuisse. Il va passer sous l'ischio, donc c'est l'os à la pointe de la fesse, et il va remonter le long de la branche ischio-pubienne, l'os que on va trouver finalement dans le pli entre la cuisse et le pubis. Et il s'arrête à peu près à mi-hauteur de la grande lèvre. Et donc il fait, en fait on dit, entre nous, qu'il fait l'innervation de l'endroit où passe l'élastique de la culotte. Voyez, d'accord. Vraiment ce coin-là, et puis il redescend sous la fesse dans le pli sous-fessier. Et c'est très accessible à ce traitement-là de patch de piment, comme tu dis, de patch de capsaïcine. Ouais. Alors, on parle aussi, dans la migraine, c'est connu, la toxine botulique. On en parle de plus en plus dans les douleurs neuropathiques, périphériques, dans les membres notamment. Alors, l'utilisation de la toxine botulique dans les douleurs pelviennes, qu'en est-il? Alors, à Nantes, on a l'expérience de l'infiltration intramusculaire de toxine botulique, notamment dans les muscles releveurs de l'anus et dans les muscles obturateurs internes principalement. On avait fait une étude qui avait montré que finalement, à 6 mois après une infiltration, c'était efficace, mais pas tellement mieux que l'infiltration d'un anesthésiant local. Donc probablement que de piquer les muscles, quel que soit le produit infiltré, apporte du soulagement au patient. Là où vraiment la toxine est intéressante, c'est dans les situations de vaginisme, par exemple, les femmes qui ne peuvent pas être pénétrées parce que les muscles autour de l'entrée du vagin sont trop serrés, trop contracturés. Là, l'injection de toxine botulique a des effets vraiment spectaculaires. Et puis dans le champ des vestibulodinies, des douleurs du vestibule, des douleurs de l'entrée du vagin lors des rapports sexuels uniquement. Les injections de toxines sur le vestibule ou sur les muscles autour du vestibule est particulièrement intéressante. Donc sur les muscles, mais également sur les nerfs. Alors, les nerfs, je dirais pas ça, je dirais plutôt sur les muqueuses, telles qu'on peut l'utiliser effectivement en périphérie, avec une injection tous les centimètres carrés de 5 unités, vous voyez, des toutes petites quantités. Un nappage, exactement. Ouais. D'accord. On peut faire ça. L'autre utilisation, c'est lorsqu'on a des mauvaises réactions à la pose de matériel prothétique, et notamment dans le traitement des prolapsus ou de l'incontinence urinaire. Maintenant, on met beaucoup de réserves avant d'implanter les patients, parce qu'on sait que parfois, le passage de la bandelette dans le muscle peut créer une réaction de contracture du muscle et de la douleur. Ça peut être une bonne indication déjà d'une infiltration locale pour vérifier que le problème vient du muscle, et puis dans un second temps d'injecter de la toxine pour empêcher ce muscle de se contracturer. Alors il y a un traitement qu'on n'a pas encore abordé là, mais je serais curieux de connaître sa place dans la douleur pelvienne, c'est la neuromodulation. Alors dans la neuromodulation, il y a la TENS. On l'utilise dans quelles circonstances, la TENS? Alors, donc la TENS, c'est pour Transepidermic Neurostimulation, c'est donc le TENS ou la TENS effectivement en France. On l'utilise dans les névralgies pudendales. En stimulant non pas le nerf pudendal, ce serait délicat d'aller mettre des électrodes à cet endroit, mais le nerf tibial postérieur,
qui se trouve donc en arrière de la malléole interne de la cheville, d'accord, face interne de la cheville, et qui est constitué des racines S2, S3, comme le nerf pudendal qui est constitué des nerfs S2, S3, S4. Donc en stimulant la cheville, on va pouvoir stimuler, on va pouvoir soulager aussi. Exactement. L'effet de la stimulation remonte à la moelle, on sait, hein, c'est la théorie du portillon, gate control, et ça va venir en fait bloquer les afférences nociceptives, donc de la douleur, de ces mêmes racines. D'où que vienne finalement la douleur, elles sont rapportées au même endroit au niveau de la moelle, puisque ça rentre dans ces racines. On en parle aussi dans l'endométriose, là, de la stimulation électrocutionnelle. Là, dans ce cas-là, on met où les fameux patchs ? Alors, c'est un peu différent, effectivement. Là, dans l'endométriose, on peut le mettre directement au niveau de l'hypogastre. Certaines femmes sont soulagées également lorsqu'elles le mettent en lombaire. D'accord. Donc, ça peut être intéressant. En tout cas, il y a des études récentes qui ont bien montré que, même avec un crossover, hein, c'est-à-dire qu'on met pendant un premier cycle le patch au niveau du ventre, dans un second cycle, on le met autre part, et bien on voit bien que le patch sur le bas du ventre est soulageant, alors que autre part, c'est-à-dire sur la cuisse par exemple, ça ne soulage pas les douleurs de règles. Donc c'est assez intéressant pour les douleurs de règles. Pour les douleurs de l'endométriose, il faut faire des études encore. Alors toujours pour parler de la fée électrique sur la peau, dans quelle indication, dans quelles circonstances vous avez recours à Nantes à la stimulation de la moelle épinière ? Alors, au niveau de la moelle épinière, on a recours donc à la stimulation notamment du cône terminal de la moelle, où il y a tous les noyaux qui s'occupent finalement des nerfs qui vont s'occuper du pelvis et du périnée. On avait l'habitude de l'utiliser en cas d'échec de la chirurgie de la névralgie pudendale notamment. Mais de façon un peu plus récente, avec une collègue urologue, on fait de la stimulation des racines sacrées. C'est utilisé en urologie pour le traitement justement de l'hyperactivité vésicale, et on a commencé à le faire chez des patients qui avaient des douleurs assez localisées du périnée, dont on pouvait déterminer qu'elles dépendaient d'une racine, par exemple, une racine nerveuse, ou alors qu'elles étaient en lien avec la vessie. Et on sait que la racine S3, c'est celle qui s'occupe le plus de la vessie, par exemple. Donc on fait ce genre de stimulation, non pas de la moelle, mais des racines sacrées, avec des résultats qui sont tout à fait intéressants. Alors, dernière question là, concernant l'électricité, donc l'électricité du cerveau, la stimulation magnétique transcrânienne, on y a recours également dans les douleurs pelviennes ? Alors très peu, on y avait bien pensé. Le problème, c'est que pour les séances de RTMS, jusqu'alors, il faut rester assis une vingtaine de minutes sans bouger, et que la plupart de mes patients ont des douleurs en position assise. Donc, de fait, le bénéfice, finalement, à la sortie des séances, n'était pas du tout évident, et on a vite abandonné l'idée pour le moment. Alors bien sûr, on commence à développer des assises confortables pour nos patients, des coussins confortables. Il faudra probablement revoir un petit peu les choses. Il se trouve que moi, j'ai pas d'appareil dans mon service, donc c'est pas facile pour moi de proposer cette technique, mais je pense qu'il y a une place certainement pour la RTMS, soit lorsque les patients sont en échec de tout, soit lorsqu'il y a une très forte sensibilisation, qu'on a du mal à faire un diagnostic étiologique, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver la cause et qu'on a besoin de réduire un peu l'importance des douleurs pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Alors, dans ce qu'on trouve dans la boîte à outils là, de l'algologue du pelvis, est-ce que il y a aussi les autres thérapies non médicamenteuses, je pense à l'hypnose, à la méditation, dans quelles circonstances et comment vous y avez recours ? Alors, on utilise beaucoup les thérapies cognitivo-comportementales à Nantes. C'est une des approches qui a le plus été étudiée dans la littérature sur les douleurs chroniques en général et les douleurs pelviennes. Il y a des très belles études sur la vulvodynie notamment. Donc moi j'ai recours beaucoup à ça, soit pour la gestion de la douleur, soit pour la gestion du catastrophisme, mais aussi parfois pour la gestion de situations du quotidien et revoir comment on peut faire autrement, c'est-à-dire comment on peut aborder psychologiquement autrement, notamment la sexualité. Ça peut être une aide précieuse. L'autre
grosse utilisation, j'allais dire, du psychothérapeute, c'est dans les cas de syndrome de stress post-traumatique, où là, on va avoir recours à l'EMDR, pour Eyes Movement Desensitization Reprocessing. C'est une technique, en fait. Donc le pendule, Alors le pendule, ou effectivement les doigts qui vont être suivis d'un mouvement oculaire. En fait, le but, c'est de recréer un mouvement oculaire chez le patient, identique à celui qui est fait dans le sommeil paradoxal. Partie du sommeil dans lequel justement on va faire les rêves, revoir tout ce qui s'est passé dans la journée et probablement classer un petit peu les choses dans la mémoire. La théorie, c'est que lorsque l'on vit un événement traumatisant, il y a une association émotionnelle à cet événement qui va empêcher ce traitement de l'information durant le sommeil paradoxal. Ça va créer le cauchemar, par exemple. Et du coup, il n'y a pas ce classement en fait du souvenir dans la mémoire, et il reste un peu comme un fantôme là, errer dans le quotidien des patients et ressurgir un petit peu, comme on l'a dit tout à l'heure, lors de situations qui peuvent faire rappeler en fait ce traumatisme. Donc vraiment, le MDR, c'est une technique qui a montré une efficacité assez incroyable pour traiter le stress post-traumatique. Bien sûr, ça ne traite pas la douleur, d'accord ? Mais ce qu'on a très bien montré, c'est que le stress post-traumatique fait comme une sorte de valse, il entretient la douleur. À chaque fois qu'il y a une réviviscence, il y a contraction, il y a douleur. Et puis à chaque fois qu'il y a douleur, il peut y avoir phénomène de réviviscence. Donc il faut aborder la problématique du patient dans sa globalité et traiter à la fois la douleur et le syndrome de stress post-traumatique, lorsqu'il y en a un, bien sûr. Et le sport, quelle est la place du sport là dans ces douleurs Excellente question. Moi, c'est un de mes chevals de bataille, le sport. Déjà, le mouvement, on a montré au point de vue rhumatologique que ça permettait d'entretenir les articulations. Et le dos, c'est qu'une succession d'articulations. Donc, quand ça va jusqu'au coccyx, c'est intéressant d'avoir du mouvement. Les hanches, le bassin, le pubis, tout ça, ça bouge. Et puis, il y a aussi la sécrétion d'endorphines, de sérotonine, qu'on a très bien identifié quand on fait du sport, qui est antalgique par définition. Et donc, l'activité physique, pour peu qu'elle soit renouvelée, quasi quotidienne, pourrait être un excellent traitement, une excellente alternative à la prise médicamenteuse. Il y a des sports qu'on conseille là pour les douleurs pelviennes ? Alors, il y a plutôt des sports qu'on déconseille. On déconseille tout ce qui va être en appui sur le périnée, le vélo, bien sûr, l'équitation, la moto, qui c'est pas vraiment un sport, mais tout des scores en appui. Et puis on déconseille aussi la nage de la brasse, parce qu'elle va mettre en hyperextension la zone thoracolombaire et qui peut être source en fait de douleur, soit du pelvis. La cambrure. Voilà, la cambrure, la thoracolombaire, effectivement, c'est entre la partie du dos qui porte les côtes et la partie en dessous, en fait, les lombaires. Et donc cette cambrure-là accentuée peut-être favoriser des phénomènes de sensibilisation aussi, parce que c'est aussi là que reviennent la perception douloureuse de nos viscères. C'est à cet endroit-là que ça réintègre la moelle. Donc voilà, on déconseille ça. Mais après, moi je dis aux gens, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire du roller, de la natation autre que la brasse, aucun problème, pour peu que vous bougiez. Et je rappelle que l'OMS conseille quand même 2h30 de sport par semaine. Ça fait une demi-heure sur 5 jours. Donc c'est vraiment important de ne pas oublier ça. On ne bouge pas assez et c'est probablement une des causes qui alimente les consultations de douleurs chroniques en France. Alors, est-ce que tu aurais d'autres conseils comme ça généraux à donner aux patientes, puisqu'on a bien compris c'est surtout des patientes qui souffrent de douleurs pelviennes dans leur quotidien. Un des conseils c'est de continuer de consulter des médecins finalement tant qu'on n'arrive pas à mettre un mot sur la douleur. Je sais que c'est difficile d'entrer dans les centres de la douleur, malheureusement en France. Il y a trop peu de patients qui arrivent dans les centres de la douleur. 3%. Ouais, 3%, je voyais ce que tu as publié. Il y a plein d'autres médecins qui sont capables de faire des diagnostics de causalité sur la douleur.
La difficulté, c'est de les trouver. C'est une des raisons pour laquelle, avec Convergence PP, une association de professionnels de santé qui s'occupe de la douleur pelvienne, dont je suis la vice-présidente, on a souhaité créer un annuaire en ligne consultable par tous gratuitement, dans lequel on référence tous les professionnels de santé qui sont formés à la douleur pelvienne, que ce soit les médecins, les kinés, les psychothérapeutes, les ostéopathes et les sages-femmes. Et je pense que il faut d'abord s'orienter vers ces personnes-là pour éviter l'errance thérapeutique et dont on sait qu'elle va majorer malheureusement avec le temps l'intensité des douleurs. Amélie, merci pour ce tour d'horizon là, de la douleur pelvienne. Merci à toi. Que je connaissais mal.